Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS, plateformes web, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Brandon Roberge, cofondateur et président de la compagnie Recursive.io, du sujet des matrices de compétences. Brandon nous partage comment il a implanté le tout dans son organisation. Il nous partage également le nom de l'outil qu'il a utilisé pour faciliter l'implantation et le suivi des matrices de compétences dans ses équipes. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Brandon Roberge, cofondateur et président de Recursive, une entreprise en transformation numérique qui fait entre autres des applications mobiles et qui fait quelques services similaires un petit peu à OpenMind. Merci Brandon d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu? Merci beaucoup de l'invitation. Ça va super bien. On est vraiment content que tu sois avec nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec d'autres compagnies un petit peu similaires à nous, des défis qu'on peut avoir pour apporter de la valeur à nos clients, des défis qu'on peut avoir également de croissance. Et c'est un petit peu ce qu'on va discuter ensemble, Brandon, toi et moi, aujourd'hui. Vous avez eu une belle croissance dans les dernières années. On vous comprend parce qu'on grandit vite également chez OpenMind. Ça apporte certains défis. Et en discutant hors d'onde il y a quelques semaines de ça, vous avez développé certaines forces à l'intérieur de l'organisation que je pense qu'il serait intéressant de partager au public parce que de développer rapidement des équipes de développeurs ou plutôt de croître des équipes de développeurs, ça l'amène son lot de défis et vous avez réussi à apporter des belles solutions à ça. En parlant publiquement à tous, je pense que ça peut aider des entreprises dans leur propre équipe de développeurs à l'interne, donc des gens qui développent peut-être leurs produits à l'interne, ou du moins, ça peut aider à comprendre un peu comment des entreprises comme les nôtres, on met certaines techniques en place pour livrer de la valeur et s'assurer d'avancer. On a deux sujets à discuter aujourd'hui. Le premier, on va parler de matrice de compétences pour les développeurs. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment on peut implanter ça? C'est quoi les bénéfices? C'est quoi peut-être les inconvénients parfois de le mettre aussi? Donc, tu vas pouvoir nous parler de manière très concrète comment vous l'avez fait chez Recursive. Et on va aborder également le fameux sujet des OKR, les OKR, qui est souvent du chinois pour beaucoup de gens. J'en dis pas plus sur le OKR, on va en reparler un petit peu plus tard tantôt, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider beaucoup dans votre organisation pour avancer plus rapidement et plus, dans le fond, dans la bonne direction carrément. Donc, Brandon, mets-nous en contexte un petit peu qu'est-ce qui fait que tu as été chercher un peu ces connaissances-là de ces deux concepts-là, les matrices de compétences et les OKR. On t'écoute, Brandon. Oui, exactement. Mais comme tu l'as mentionné au début, nous, on est une entreprise en transformation numérique. On est surtout spécialisé dans tout ce qui est développement sur mesure. Donc, qui dit développement, dit équipe de développement. Nous, on a débuté il y a seulement 4 ans. On était 4 cofondateurs à l'époque, puis dont 3 qui sont développeurs. Donc, à la base, on a commencé, c'était nous qui faisions les produits sur lesquels on travaillait pour nos clients. Puis, à mesure de recruter des nouveaux employés, des nouveaux développeurs, puis tout ça, on s'est rendu compte un peu, en prenant du recul, puis en laissant nos nouveaux développeurs qui des fois sortaient de l'université, sortaient du cégep, puis tout ça. On s'est rendu compte un peu que l'onboarding puis le tracking de la performance vis-à-vis ces nouveaux développeurs-là, puis même ceux que ça faisait quelques années qui étaient là, ça devenait de plus en plus difficile. Donc, tu sais, des problèmes qu'on avait eus, c'est que des fois, on en a qui sont super bons, tu sais, ceux qu'on appelle les rockstars. Là. Comment on les compare avec, par exemple, des devs qui sont super bons, mais qui sont plus dans la moyenne, ils font pas ça, mettons, de leur fin de semaine, ils font pas des side projects. Comment on compare ces deux types de développeurs-là pour les mettre dans une grille de performance puis d'évaluation qui fait du sens pour les deux, donc qui est pas trop ambitieuse pour un ou qui est pas trop facile, trop easy pour les autres.
Donc, c'est ça qui nous a mené un peu vers la mise en place de OKR, la mise en place de matrices de compétences. Puis aussi, on avait un autre enjeu qui était, après l'approbation d'un développeur ou de n'importe quel employé, comment on fait pour s'assurer que il est formé? C'est comment on fait pour dire OK, ce développeur-là, il passe sa probation, on est satisfait de comment il performe depuis notre probation, c'est 6 mois. Comment on s'assure qu'il performe à la hauteur de ce qu'on voudrait après 6 mois versus un autre développeur, par exemple? Comment on se met un framework en place qui nous permet de mesurer ça? Donc, c'est ça qui nous a mené un peu vers les outils dont on va parler tantôt. Puis un autre élément, c'est que nous, comme je disais, on s'est reculé de plus en plus du dev. Au début, c'était nous qui le faisions. Maintenant, on a des membres de l'équipe que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qu'on veut mettre dans des positions de gestion d'équipe, dans des positions de management. On est rendu une équipe de 26, donc on a créé plusieurs équipes. Puis ces nouveaux gestionnaires-là, veut pas, faut leur donner des outils de comment on gère une équipe, comment on s'assure qu'une équipe a des performances qui sont pas totalement déraisonnables par rapport à une autre, comment on garde ça au même niveau, comment on se donne des outils pour gérer tout ça, comment s'assurer d'un certain standard, qu'une équipe n'est pas évaluée parce que le gestionnaire est plus sévère, par exemple, parce que lui, il a des hautes attentes au niveau développement, alors que la réalité, c'est pas ça dans une autre équipe. Donc, c'est toutes les raisons qui nous ont mené un peu vers ça. Je dirais, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est basé sur des expériences personnelles, personnelles à notre entreprise. C'est un processus qui est extrêmement itératif. Donc, on fait des essais, on fait des erreurs, on se réadapte. Faut pas oublier que c'est de l'humain en arrière de ça. Donc, c'est pas une recette qu'on applique tac, 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 puis que ça va fonctionner. Mais on est quand même fiers de où on est rendu. Puis, je suis curieux, Brandon, avant vraiment qu'on attaque qu'est-ce qu'une matrice de compétences puis les OKR, vous avez implanté ces concepts-là de manière très rapide. De mon côté, moi, je suis quelqu'un qui est un fan d'amélioration continue puis d'aller chercher une plus grande maturité pour son organisation, pour livrer plus de valeur pour toutes les parties prenantes. Qu'est-ce qui fait que vous avez été chercher ça? Je suis curieux en termes de connaissances personnelles. Est-ce que c'est un coach qui vous a introduit à ces éléments-là? Est-ce que c'est des livres que vous avez lus? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est rentré dans votre organisation qui dit « Hey les gars, faut mettre ça en place ». Je suis curieux d'où venait la source d'aller s'informer là-dessus et de l'implanter dans l'organisation. C'est une excellente question. Ça vient de plusieurs sources, je dirais. C'est un drôle d'addon qui nous a amené vers ça. Nous, à base, on était très contre les termes, mettons, développeur junior, développeur senior, parce qu'on trouvait ça un petit peu trop arbitraire. Un junior dans une entreprise peut être junior pendant 10 ans, tandis qu'une autre entreprise, après 1 an, ça va devenir un senior. Donc, c'est un peu arbitraire sur le marché. Donc, on s'est dit, nous, comment on peut s'arranger pour que nos développeurs aient une certaine échelle de progression. Pas, OK, oui, je suis développeur, mais comment je progresse dans ma carrière? Donc, on s'est posé la question. Puis nous, on avait un peu écarté l'option, justement, junior, senior. Puis là, on regardait un peu ce qui se faisait chez Google, ce qui se faisait chez Microsoft, chez les plus grosses boîtes. Puis, eux, c'est vraiment, ça fonctionne par niveau. Donc, tu peux être software developer niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Puis, on haïssait pas l'idée, on trouvait ça intéressant. Fait qu'on était comme, on pourrait mettre en place des niveaux de développement, puis tout ça. C'est une première erreur, je dirais, qu'on a faite au sein de l'organisation. C'est ça, on s'est dit, on va faire des niveaux de développeurs, puis on va présenter ça à toute l'équipe pendant notre trimestriel. Donc, on fait notre trimestriel, c'était il y a à peu près 1 an. On fait notre trimestriel, on présente ça. Donc, à partir de maintenant, le poste de développeur, il y a 5 niveaux. Donc, on présente un peu les niveaux. On dit, on va vous revenir plus tard avec les détails par rapport à ça. Mais juste vous annoncer qu'il va y avoir une échelle à partir de maintenant. On a fait ça devant toute la compagnie. Puis, il y a eu un petit peu un espèce de backlash parce que c'était pas juste des développeurs qui assistaient à ça. Puis, ça a été vu un peu comme on met beaucoup d'efforts sur la progression des développeurs, mais pas nécessairement sur les autres postes qui existent à l'interne. Puis ça a été quelque chose, il a fallu qu'on ramène ça un petit peu, qu'on dise éventuellement on veut travailler sur des career tracks qu'on appelle des matrices de compétences sur tous les postes, mais éventuellement on va y arriver, mais on y va étape par étape. On commence par les développeurs parce que c'est le poste qui a le plus de membres d'équipe qui occupe ce poste-là. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à travailler là-dessus, on l'a mis en place. Puis, on savait même pas que ça s'appelait des matrices de compétences à cette époque-là. C'était juste, on a des niveaux de développeurs puis tout ça. On a mis ça en place. Puis, après ça, on a commencé à utiliser un logiciel pour gérer nos objectifs, nos OKR, dont on va parler plus tard.
Puis ce logiciel-là offrait aussi des fonctionnalités pour gérer ce qu'il appelle des matrices de compétences, des career tracks, puis tout ça. On a commencé à s'intéresser au sujet. On était quand même, le tool qu'on utilise a ces fonctionnalités-là, offre ça, puis offre aussi beaucoup de documentation par rapport à ça. Le logiciel s'appelle Lattice, Lattice, pour les intéressés. C'est une super belle découverte de notre côté en ce qui est gestion de la performance des talents. Puis c'est un peu ça qui nous a amené à vraiment encore plus perfectionner. Puis je vais en parler un petit peu tantôt, mais de comment on s'assure d'avoir des matrices de compétences qui font du sens à travers tous les postes dans l'entreprise. Puis tantôt je parlais de débalancement entre différentes équipes de développeurs, mais aussi comment on gère le débalancement versus tous les autres postes de l'entreprise, tous les autres départements, par exemple RH, marketing, etc. Super pertinent. J'aime toujours connaître la source puis la réflexion derrière tout ça parce que ça en dit long sur comment vous gérez à l'interne dans l'organisation. Bravo en si peu de temps d'avoir cette maturité-là puis cet avancement-là. Je pense que ça donne le résultat d'aujourd'hui de la croissance que vous avez. Fait que bravo. Rentrons dans le vif du sujet. Matrice de compétences. Qu'est-ce qu'une matrice de compétences? On a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça l'entendre de tes mots. Là, comment toi, tu le contextualises dans ton organisation? Là. Oui, exactement. Nous, dans le fond, une matrice de compétences, pour faire simple, c'est un peu comme je l'expliquais tantôt, c'est une matrice de comment quelqu'un va progresser dans l'entreprise vis-à-vis un poste spécifique. Donc, par exemple, je prends un poste de développeur. Si je dis mon développeur, il y a 5 niveaux. Après ça, comment chacune de ces compétences associées au poste, comment les attentes vis-à-vis ce poste-là vont évoluer à travers la différente progression dans l'entreprise. Donc, par exemple, nos attentes par rapport à, un développeur qui contribuerait à nos librairies internes. Par exemple, chez Rickerson, on développe beaucoup de librairies internes pour être de plus en plus efficace quand on fait des projets. Par exemple, quelqu'un qui est niveau 1, quelqu'un qui est qu'on appellerait junior dans l'industrie, je m'attends pas à ce qu'il aille faire des nouvelles fonctionnalités, qu'il aille maintenir mes librairies internes. Mais par exemple, quelqu'un qui est niveau 3, niveau 4, etc., je m'attends à ce qu'il y ait une initiative de extraire des choses dans ces librairies-là, les mettre à jour, les déployer, puis avoir une certaine autonomie par rapport à ça. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de points de compétences qu'on peut associer avec un rôle de développeur. Maîtrise des technologies, maîtrise de ces outils, maîtrise de ce que, comme j'ai mentionné, les outils qu'on développe à l'interne, l'ownership aussi par rapport aux tâches qui sont faites. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de séparer ces matrices de compétences-là à travers les postes avec un espèce de tronc commun qu'on appelle un contributeur individuel. Je sais pas si tu connais un peu le concept. Je t'écoute. Donc, par exemple, tu sais, nous, on a commencé au début, on s'est dit, OK, on va définir chacun des postes, puis après ça, on va tout mettre ça ensemble, puis on va présenter ça à l'équipe. Mais là, on se retrouvait que, finalement, pour chaque poste, il y a que ça soit développeur, nous, on a des designers, on a des team leads, on a des PO, on a des QA, etc. Donc, c'est tous des postes que, au final, toute la partie soft skills, si on veut, elle se ressemble. Donc, on a décidé de faire un tronc commun de matrice de compétences qu'on appelle un contributeur individuel. Puis là, ça, c'est de voir comment quelqu'un dans l'organisation va évoluer si tu fais abstraction de toutes ces hard skills. Donc, par exemple, le scope, sur quoi il travaille, c'est quoi son impact sur les projets qu'il va faire, c'est quoi sa responsabilité. Par exemple, la priorisation, tu sais, la priorisation, je sais pas si je t'avais dit comme faux la première fois, la priorisation du travail. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait niveau 1 sur cette échelle-là, son gestionnaire, il dit « fais telle tâche, fais telle tâche, fais telle tâche ». Par exemple, quelqu'un qui monte sur l'échelle, à partir d'un certain niveau, on s'attend à ce que lui-même il soit proactif dans je vais faire telle tâche parce que je sais que, par exemple, pour le client, c'est super important, ou je sais parce que pour faire telle autre tâche, elle est bloquante, puis tout ça. Donc, on s'attend à une certaine initiative par rapport à la priorisation, résolution de problèmes, création de valeur. Est-ce que la personne est consciente? Est-ce que ce que je fais, ça crée de la valeur, ou c'est juste quelqu'un m'a dit que ça créait de la valeur, donc je le fais. Sa capacité à donner du feedback, donc donner et recevoir du feedback. Donc, à un certain niveau de contributeur individuel, on s'attend à ce que le feedback soit donné et reçu de la meilleure façon possible au niveau de la communication. Après ça, au niveau de la fiabilité. Est-ce que tu es reconnu dans l'entreprise comme étant quelqu'un qui dit ce qu'il fait? Est-ce que tu es quelqu'un, oui, je fais ça cette semaine, puis finalement, 3 semaines plus tard, c'est pas effectué encore. Donc, au niveau de la fiabilité.
au niveau des valeurs d'entreprise. Donc, nous, on cherche tout le temps le plus d'endroits possible pour plugger nos valeurs d'entreprise pour que les employés puissent les connaître puis les faire transparaître le plus possible à travers l'entreprise. Donc, les valeurs d'entreprise, on s'attend à quelqu'un qui est à un niveau plus élevé de contributeur individuel, en anglais, embrace ces valeurs-là, donc représenter ces valeurs-là, puis être capable de les appliquer dans toutes les choses qu'il va faire. Puis finalement, l'adaptabilité, à quel point quelqu'un, si on lui demande un changement, il va être capable rapidement de s'adapter, puis de le faire dans son travail. Tout ça, c'est des points que finalement, que je sois designer, que je sois développeur, que je sois QA, que je sois, mettons, un analyste financier, que je sois au talent et culture, c'est ce qu'on appelle talent et culture chez nous, qui est appelé RH à d'autres endroits. Tout ça, c'est des compétences qui peuvent s'appliquer à tous ces postes-là. Puis c'est aussi important pour nous de pas tomber dans le principe de Peters. Tu connais probablement. Absolument. Tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on avait fait intuitivement, mais avant de l'officialiser, on s'est rendu compte de notre erreur, mais on peut peut-être expliquer à l'auditoire peut-être tu t'en allais expliquer là, qu'est-ce que c'était le principe de Peter, mais je pense que ça pourrait être intéressant de mettre en connaissance de cause l'auditoire. Tu y vas, Brandon, ou je l'explique à ton choix? Je peux y aller. Dans le fond, le principe de Peter, c'est simplement les entreprises souvent vont avoir tendance à pousser quelqu'un vers le rôle où il va être le moins compétent. Donc, tu sais, exemple typique, quelqu'un commence développeur, justement, il est tellement bon développeur qu'on est comment on va le mettre chef d'équipe. Là, il est tellement bon chef d'équipe que finalement, on va le rendre directeur, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de promotion parce que finalement, il est pas bon dans son poste. C'est un peu ça. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter là-dessus. Donc, effectivement, ce que ça l'amène comme théorie de principe de Peter, c'est que généralement, les gens se ramasseraient toujours au final dans un poste dans lequel ils seraient incompétents. Si on suit cette logique-là, on finit toujours par rester bloqué dans le poste dans lequel on est incompétent. Donc, théoriquement, selon ce concept-là, il y aurait beaucoup de gens qui, malheureusement, seraient peut-être à un niveau trop élevé ou auraient bougé trop haut dans la hiérarchie. Il aurait dû rester peut-être une étape plus bas, puis à ce moment-là, de livrer plus de valeur, puis peut-être être plus heureux aussi au final. Là. Exactement. Donc, nous, tu sais, intuitivement, on se dit, OK, c'est quoi l'évolution de, mettons, je fais 5 niveaux de développeur, intuitivement, on était comme, niveau 5, t'es gestionnaire ou il y en a qui pourraient même dire, niveau 5, t'es directeur d'un département, mais faut faire attention parce que c'est pas parce que t'évolues en tant que développeur ou n'importe quel poste, là. C'est pas parce que t'évolues que tu veux nécessairement gérer des gens. Puis c'est ces deux skill sets qui sont totalement différents, de être bon techniquement, exceller dans son métier, puis gérer des gens. C'est deux, à mon avis, c'est deux métiers complètement différents. Il y en a qui sont bons dans les deux, mais c'est pas tout le monde. Donc c'est d'éviter, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça contributeur individuel. Ça implique un certain leadership, mais qui est pas un leadership de gestion nécessairement. Donc c'est comment toi, en tant que contributeur individuel dans une équipe au sein d'un département, tu vas réussir à appliquer du leadership, mais sans nécessairement qu'on dise, OK, à cette heure, t'es chef d'équipe. Donc, c'est vraiment de se dire, comment tu vas être un ambassadeur, comment tu vas être le meilleur développeur possible pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, mais sans nécessairement qu'on te donne des responsabilités qui te rendraient justement moins compétent que tu l'es en ce moment. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et j'adore ce que tu dis, Brandon. Je fais quelques petits apartés de comment qu'on fonctionne ici. Ça peut être peut-être complémentaire à ce que tu mentionnes ici, puis ça peut peut-être inspirer des gens de prendre qu'est-ce qui, eux, se rattache à eux. On a beaucoup sorti aux gens dans notre gang ici depuis une couple d'années que c'est pas vrai que les échelles pour monter sont uniques. Si on part d'un développeur qu'il faut absolument tu te rendre comme un chargé de projet ou un gestionnaire d'équipe, il y a des échelles qui sont plus techniques où ce qu'on peut s'élever, puis il y a des échelles qui sont plus en termes de gestion à ce moment-là d'équipe. Et souvent, les gens pensent qu'il faut absolument qu'ils gèrent une équipe alors que c'est pas vrai. Puis souvent, les gens pensent qu'ils vont aimer ça, gérer une équipe. Et très souvent, ils se rendent compte de la réalité que c'est des compétences
totalement différentes ou des fois même opposées, surtout selon les profils psychométriques, particulièrement dans un domaine technique comme le nôtre, fait que ça apporte son lot de défis au bout de la ligne. Et faut quand même être en vue de ça puis d'être clair avec tout le monde. Il n'y a pas juste une seule échelle dans laquelle qu'on peut monter au bout de la ligne. Question pour toi, Brandon, avant que je sorte peut-être 2-3 petites, j'appelle ça des golden nuggets, donc des petits pincées d'or qu'on a de notre côté dans nos fonctionnements. La manière dont vous avez apporté vos matrices de compétences, un des gros enjeux de mettre ça en place, c'est qu'il y a une partie qui est objective, il y a une partie qui est subjective. Donc une partie c'est clair, c'est métrique, là, t'as atteint ton taux facturable ou t'as tant de rework sur les jobs que tu fais. Mais il y a une autre partie, c'est on pense que, puis on a l'impression que. De la manière dont vous l'avez apporté, vous, de votre côté, tu mentionnerais, c'est quoi le pourcentage qui est objectif ou subjectif dans la manière dont vous l'avez apporté le cadre dans votre organisation? Je serais curieux de voir comment vous fonctionnez de votre côté à ce niveau-là. En pourcentage exactement, je ne saurais te dire, mais c'est sûr que tu sais, nous, la façon qu'on a établi les attentes sont c'est assez objectif. Donc, tu sais, souvent c'est est-ce qu'on te considère d'une certaine façon? C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont toujours rester subjectifs au gestionnaire, à la personne qui va gérer cet employé-là finalement. Mais on s'assure de tout le temps mettre des attentes qu'on est capable de dire OK, on l'atteint ou on l'atteint pas, que ça reste pas 100% subjectif. Puis nous, l'outil dont je parlais tantôt qui nous permet de construire ça puis de faire les évaluations par rapport à ça, il nous permet justement de comparer d'une évaluation à une autre, comment les évaluations ont été faites, puis est-ce que il y a une tendance sur un certain point à être plus bas ou à être plus haut. Donc, ça nous permet aussi par la suite à des évaluations, de réajuster nos barèmes, par exemple, ou se dire, ce critère-là, on devrait le pondérer un peu moins, par exemple, parce qu'il est un peu trop subjectif. Comme je mentionnais aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement itératif. Donc, si on voit qu'il y a un critère qu'on juge comme trop subjectif, par exemple, puis qui est trop volatile, on peut toujours le réajuster par la suite. Je pourrais pas te donner un pourcentage exact, là, mais je te dirais que c'est à peu près 50-50, parce qu'on sépare bien hard skills, soft skills. C'est surtout dans les soft skills, là, souvent qu'il y a des critères un petit peu plus subjectifs, là. Puis j'aime ce que tu mentionnes, juste pour dépareiller hard skills, soft skills. Hard skills, on parle plus des compétences techniques. Quand on parle soft skills, c'est plus les compétences de relations humaines, souvent qu'on va parler dans ce genre de termes-là, pour ceux qui sont peut-être un peu moins habitués avec les termes. Je mentionne 2 éléments, comment que nous, on travaille un peu le concept de matrice de compétences de notre côté chez OpenMind. Je serais pas surpris que vous le fassiez exactement de la même manière de votre côté ou que vous ayez quelque chose de similaire à ça. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, de notre côté, c'est pas nécessairement où est-ce que le joueur est qui est important, mais c'est d'identifier également plutôt s'il y a un gap entre la perception du joueur qu'il a envers lui-même puis ce que nous, on a envers lui ou son équipe. Donc, dans la manière que nous, on l'apporte, on a des questionnaires un peu comme vous mentionnez, que vous avez de votre côté. On va toujours, puis vous le faites peut-être déjà comme ça, là, mais on va toujours demander aux joueurs qu'eux s'auto-évaluent en premier, puis après ça, l'équipe ou les gestionnaires vont évaluer pour dire, est-ce qu'on a un gap de perception? Puis là, ça vient à ce moment-là enlever un peu de flou sur ce qui est subjectif versus l'objectif, puis on est capable à ce moment-là de contrôler, puis surtout de voir la tendance d'évolution du joueur à travers le temps. Fait que ça a été un bon gain quand nous, on a mis ça en place. Je te vois hocher de la tête, fait que j'imagine que vous l'avez probablement déjà en place. Et l'autre item qu'un coach nous a apporté de l'extérieur, c'est d'avoir un graphique où les 2 axes sont les suivantes. La première axe horizontale, c'est à quel point la personne va vivre les valeurs de l'organisation, puis l'autre axe, c'est à quel point que la personne est performante dans son poste. Et quand la personne va venir se positionner dans le cadran, généralement, ça fait 4 cadrans séparés. Donc, quelqu'un pourrait être très fort en termes de vivre les valeurs, mais très peu performant. À ce moment-là, il faut lui donner de la formation. Et s'il vit pas les valeurs, mais il est très performant, mais généralement, c'est une personne qui est toxique dans l'organisation parce qu'il va livrer de la valeur au client, mais il va faire suer tout le monde souvent autour dans l'équipe. Donc, on peut penser à des développeurs qui mettent pas de documentation, qui sont tout le temps en chicane avec les autres, qui sont jamais d'accord à se conformer à la méthode pour aller. Ils peuvent être performants, mais ils sont toxiques au bout de la ligne. On essaie de pas contaminer l'équipe avec ce genre de joueurs-là. Donc, ce graphique-là, nous, qu'on a mis en place, on demande aux joueurs de s'évaluer. Et après ça, nous, on l'évalue. Puis encore là, on voit vraiment un gap pour voir sur ces soft skills et hard skills à quel point que il y a peut-être un gap entre les deux. Puis ça permet de réaligner tout le monde par la suite sur la même longueur d'onde. Fait que j'imagine que vous avez peut-être quelque chose de similaire ou même équivalent de votre côté. Je vais te le mentionner parce que ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas ces concepts-là en place dans leur organisation. Oui, exactement. On a exactement le même feeling. Nous,
la partie, l'axe que tu appelles valeur d'entreprise. Nous, on appelle ça un peu l'engagement, là. Je pense que c'est un peu synonyme, mais c'est voir un peu comment la personne est engagée à la culture justement de l'entreprise, qui est reflétée souvent par les valeurs. Justement, mais autre feature, je plug encore le software, mais autre feature que notre software d'évaluation nous permet de faire. Donc, une fois qu'on a complété une ronde d'évaluation, on peut comparer les réponses à différentes questions sur justement un diagramme à 4 cadrans. Donc, on peut voir justement la partie hard skill versus la partie soft skill. On peut même comparer avec des éléments salariales, des choses comme ça. Parce que dans le fond, nous, l'évaluation, comment ça se passe, c'est que les statements qui sont dans notre matrice de compétences, la personne va les rater. C'est de 1 à 6 sur chacun des statements. Donc, 1 étant je ne réponds pas du tout aux attentes, puis 6 étant je surpasse de beaucoup les attentes. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, je te dis niveau résolution de problèmes, tu identifies et tu articules tes problèmes, tu extrais des idées, tu proposes des solutions au sein de tes tâches. Donc là, l'employé va dire, est-ce que je réponds à ce statement-là ou je réponds pas? Puis le gestionnaire va aussi répondre sur 6 où il pense que l'employé se situe. Puis après ça, lors de la rencontre d'évaluation, ils vont faire le tour de tout ça. Puis justement, là où il y a des gaps, là, c'est intéressant d'avoir la discussion pour voir, OK, quel item je peux mettre en place pour m'assurer de répondre à ma prochaine évaluation à cet élément-là. Très pertinent. Puis je regarde leur site de Lattice, LATTICE. Ça semble un outil qui a quand même une belle maturité. On peut comparer ça peut-être un peu plus à un look and feel d'Office Vibe, mais plus poussé OKR, performance, grille de compétences à ce moment-là. Donc, à nos amis de GSoft qui nous écoutent, qui ont levé 125 millions, ça peut faire une belle cible d'acquisition potentielle pour parfaire le portfolio de l'ensemble de votre écosystème, là. Donc, jusqu'à date, je pense, Brandon, je vois un petit peu d'étincelle dans tes yeux quand tu parles du produit. Je pense que ça peut être intéressant de l'explorer. Super beau produit. Aviez-vous testé d'autres produits avant d'implanter ce système-là? Je suis curieux parce que nous, on en a testé plusieurs jusqu'à date, puis on n'a pas trouvé chaussure à notre pied. J'allais jeter un petit coup d'œil parce que ça semble quand même pertinent celui-là, mais avez-vous fait d'autres tests? Avez-vous fait des erreurs qu'on peut peut-être éviter à des gens qui nous écoutent, là? Oui, nous, on a passé à travers toutes sortes de choses. Je te dirais, des logiciels spécialisés, c'est le premier vraiment qu'on essaie puis qu'on aime. Je te dirais, avant d'essayer quelque chose, on prend beaucoup de temps pour s'assurer que tout est beau. Celui-là nous a donné vraiment un bon onboarding aussi, puis nous a même permis de découvrir des choses qu'on savait même pas qu'on pouvait penser à faire dans l'organisation. Je te dirais, avant d'utiliser lui, nous autres, on a passé par des documents Confluence, on a passé par Miro, on a passé par ClickUp. C'est tous des outils qu'on utilise encore, mais pas pour ces choses-là. Donc, moi, je voulais éviter, surtout pour ce qui est OKR, on va en parler tantôt, mais je voulais éviter d'avoir un outil que personne ne va tenir à jour. Parce que c'est ça qui est plate avec les outils qui sont trop personnalisables. Donc, par exemple, ClickUp, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut monter nos dashboards comme on veut. Un peu Monday.com aussi, c'est le même principe. On peut monter nos dashboards comme on veut, mais il y a difficilement moyen de forcer les gens à aller, par exemple, mettre à jour leurs updates. Donc, par exemple, nous, dans Lattice, ça nous permet à chaque semaine de demander aux gens d'aller soumettre un update sur qu'est-ce qu'ils font dans leur semaine. Ça fait des rappels pour les évaluations annuelles. Ça fait des rappels, justement, de mettre à jour ses objectifs. Donc, c'est toutes des choses qui sont automatisées. Puis, il y a un certain cadre qui fait que les gens ont comme pas trop le choix de rester dans ce cadre-là. Tandis que quand on marchait avec Miro, ça se faisait updater une fois à chaque trimestre. Puis souvent on se souvenait même plus de ce qu'on avait écrit. Donc c'est vraiment ça notre évolution. Je dirais un document Confluence, c'est encore pire. Ça reste perdu quelque part. Puis on l'oublie sauf quand on en a besoin. Donc et quand on en a besoin, plus personne ne sait comment l'utiliser correctement. Donc c'est souvent ça l'enjeu, là. Parce que la personne qui l'a monté, c'était le seul à comprendre son propre document. Et là, il y a quelqu'un qui dit on va le refaire, on va l'améliorer le document. Et là, ça finit plus ces loops-là. Je pense qu'on a tous passé un peu par ce processus-là. Brandon, super intéressant ce sujet-là. Je vois le temps qui file. Je proposerais qu'on découpe en 2 podcasts. On pourrait clore ce podcast-là sur le sujet présent. Et le sujet d'OKR est tellement un sujet, je dirais, enflammé qu'on en a beaucoup à dire. Puis j'ai le goût d'échanger avec toi plus dans large que quelques minutes. Fait que je suggère qu'on clôt le podcast présent et qu'on enregistre un 2e épisode par la suite pour aller plus en profondeur
au niveau du OKR, si jamais ça te convient de ton côté. Là. Oui, aucun stress avec moi. Absolument, excellent. Et avant de terminer, un petit placement de produit. Dans le fond, Brandon, avec sa compagnie Récursive, très fort en développement d'applications mobiles. Donc, Brandon, si jamais il y a des gens qui veulent venir discuter avec toi, là, peut-être d'un projet d'application mobile, entre autres, j'imagine par LinkedIn, un des meilleurs moyens de te rejoindre, ou est-ce qu'il y a un autre moyen qui est plus efficace? On est très responsive sur LinkedIn, donc on peut communiquer avec moi directement, Brandon Roberge, ou sinon sur notre site web recursive.io. recursyve.io. Je l'épelle parce qu'il n'est pas écrit correctement. Fantastique. Et à chaque fois, on va toujours mettre les notes dans les descriptions d'épisodes. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au site de la compagnie à Brandon et ses partenaires. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir été nôtres. Merci beaucoup, Brandon. On se revoit dans le prochain épisode. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Voici quelques points en rafale que je retiens de ma discussion avec Brandon cette semaine. Premièrement, les matrices de compétences sont extrêmement importantes pour s'assurer de l'évolution de votre ou vos équipes. Cela enlève du flou pour toutes les parties, donc autant pour vous que pour les employés ou les joueurs impliqués. Et ça permet également d'aligner les gens vers la bonne direction pour les faire évoluer. C'est important également que votre matrice de compétences touche autant les hard skills que les soft skills. Donc, on entend ici par hard skills les compétences techniques et les soft skills qui sont les compétences humaines. L'outil également de suivi est parfois aussi important, sinon plus important que le concept lui-même. Donc, c'est bien beau de faire des belles grilles de compétences. Et si vous n'avez pas un outil efficace, simple, qui est rythmé également pour faire le suivi, eh bien, de fortes chances que ce que vous avez mis en place ne sera pas bien implanté ou bien accueilli ou bien suivi par une partie ou l'ensemble des joueurs. Donc, voilà pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage ou votre abonnement à ce podcast. En ce sens, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, veuillez prendre 30 secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.